Bonjour. Pour illustrer le thème d'aujourd'hui, je vais avoir une approche d'une immense humilité par rapport à la présentation précédente. La relation Asie-innovation étant pour Sodexo un immense défi où, si je veux un petit peu résumer, ce qu'on a fait les 20 dernières années, c'est tout sauf de l'innovation. Et ce qu'on risque de faire ou de ne pas faire dans les 20 prochaines, c'est rien sauf de l'innovation. On est un petit peu à un carrefour, comme sans doute un certain nombre d'entre vous, qui sont des réflexions en cours et qui peuvent générer des profondes mutations de l'entreprise. Juste pour faire un petit peu de sémantique, et je vais rentrer un petit peu dans le détail et me présenter après, quand il y a 25 ans, on est arrivé en Asie, notre métier n'existe pas. La notion de service aux collectivités, service à la personne, dans un contexte d'entreprise, d'administration, d'école, d'hôpitaux n'existe pas. Donc il faut inventer notre métier à un tel point même que quand on veut s'enregistrer, les codes APE équivalents en Chine, en Inde, en Asie du Sud-Est n'existent pas. Donc il faut s'enregistrer dans des secteurs industriels qui sont connexes. Donc notre métier n'existe pas, on n'est pas attendu. Et dans certains pays, on n'est pas les bienvenus. Si je veux prendre l'exemple de la Corée et du Japon. Deuxièmement, on a mis longtemps à apprendre et on a un peu payé pour apprendre des dimensions culturelles, religieuses, quand on parle de service et qu'on est confronté au shintoïsme, au confucianisme, à l'hindouisme. Et pour illustrer mon point, ce n'est pas totalement un hasard si dans 80% des hôpitaux privés du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est, vous aviez des infirmières philippines, parce qu'elles sont chrétiennes, et que quand on traite un patient, l'approche pitié en matière de cocooning, d'écoute, de service est assez différente d'une approche shintoïste. Vous êtes malade, on va vous aider, pas de douleur, de la pitié. Vous êtes malade, c'est de votre faute, on va vous soigner. Mais avoir un repas équilibré, avoir une literie qui va être changée plus d'une fois par mois, avoir une chambre qui va être nettoyée, puis quoi encore. Donc l'approche culturelle est quelque chose qui est assez passionnant. Donc, je vais rapidement, pour rentrer dans le vif du sujet, vous donner quelques informations sur la présence de Sodexo en Asie et me présenter. Donc, Laurent Voisin, je suis depuis 25 ans exposé à l'Asie. J'ai vécu 5 ans au Japon, 3 ans à Taïwan, 2 ans à Singapour, sur une période 85-2000 où Sodexo démarrait ses pays de zéro, en envoyant des baroudeurs avec 2 valises pour démarrer des pays de zéro. Et on démarrait avec un contrat, qui généralement était l'école internationale ou l'école française, ou quelques grands comptes internationaux, puis 2 contrats, puis 3 contrats. Et puis l'histoire s'est développée. Depuis 10 ans, je suis plutôt sur des fonctions stratégie, marketing, qui me lie à l'Asie. Et aujourd'hui, je suis le directeur marketing innovation d'une direction internationale du groupe Sodexo qui fait à peu près 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc à peu près 10% de la taille du groupe Sodexo, mais qui intègre 40 pays, donc la moitié du réseau de pays de Sodexo. Et 80% de notre chiffre d'affaires est lié au métier historique base vie de Sodexo, tout ce qui est exploitation, pétrole, gaz, offshore, onshore, le secteur minier, les grands projets ingénierie, construction, qui nécessitent la délocalisation de communautés de travail dont nous assurons l'hébergement et l'intégralité des services d'hospitalité, qu'on soit à 5000 mètres dans la montagne au Pérou et au Chili, qu'on soit à moins 50 degrés en Alaska, qu'on soit à plus 50 degrés dans le désert australien ou dans le Moyen-Orient. Donc on a un savoir-faire assez logistique et assez manpower pour assurer. Donc c'est même pas la qualité de vie, c'est la vie de ces communautés dans des contextes extrêmes et avec des obligations de résultats. Bon, très rapidement, Sodexo, on est effectivement 420 000 salariés. Donc la France, comme vous le disiez ce matin, représente aujourd'hui 10% des effectifs du groupe Sodexo. Et dans nos métiers, très clairement, il y a une relation étroite entre la démographie et notre business. Donc très rapidement, notre président fondateur Pierre Belon
étalé là où se trouve la démographie. Et nous avons fait depuis 10 ans des investissements extrêmement importants dans les briques et dans les principaux emerging, qui sont les relais de croissance, déjà un petit peu d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Nous sommes une entreprise toujours profondément décentralisée, ce qui a des avantages, mais aussi des inconvénients quand on parle de stratégie d'innovation. Et donc, Sodexo, c'est une communauté de 38 000 sites, écoles, maisons de retraite, base vie, qui fonctionnent comme des petites PME dans 80 pays. Nous faisons à peu près 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires et chaque jour, nous sommes en contact au travers de nos métiers, services sur site et avantages et bénéfices avec à peu près 75 millions d'individus dans le monde et demain, ça recommence. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un individu sur 132 dans le monde a un contact avec Sodexo dans les pays où nous opérons. Et depuis 3 ans, nous avons l'immense fierté de faire partie des World Most Admired Companies classées par Fortune, ce qui pour nous est une distinction extrêmement importante. Alors, on est en France à l'ESSEC. Bien entendu, vous nous connaissez comme étant un restaurateur. Bien entendu, chacun d'entre vous, dans son vécu, a eu des bons, peut-être aussi des mauvais souvenirs de Sodexo. Ben, vous avez tout faux, parce que dans les 79 autres pays, Sodexo est une entreprise qui est positionnée de façon très claire comme étant un intégrateur et un manager de l'ensemble des services qui améliorent la qualité de vie au quotidien. C'est un positionnement qui est un petit peu compliqué à matérialiser et qui, dans une entreprise, dans un hôpital, auprès d'armées en opération, auprès de communautés de travail dans le monde du pétrole et de mines, donc, et une longue liste de services où pratiquement l'ensemble des services de restauration 24 heures par jour, quels qu'ils soient, l'ensemble des services liés au lifestyle, le wellness, les fitness, le coaching, le studio management, les services massage, coiffeurs, salons, convenience store, call center, concierge. L'ensemble des services aux établissements, les services de réception, les courriers, la reprographie, la gestion des salles de conférences, la blanchisserie, le transport, la gestion des véhicules de fonction, le warehousing et aussi tous les services de nettoyage, de sécurité, de paysagisme et de gestion des déchets. Et nous sommes de plus en plus aujourd'hui partie prenante dans la gestion et l'entretien des actifs, maintenance technique, préventive et curative. 70% de notre chiffre d'affaires reste lié aux activités de restauration, mais en Asie particulièrement, ce ratio n'est pas du tout le même. Bon. En Asie, on est dans 12 pays, 75 000 employés, donc déjà 25% à peu près du nombre de salariés de Sodexo. On opère sur 1250 sites, 800 en facilities management, 1200 en restauration, pendant 2000 sites au total. 70% des sites, nous avons des prestations transversales entre la restauration et le facilities management. Chaque jour, 5 millions de consommateurs, à peu près 1 milliard d'euros de revenus. Mais ce milliard d'euros, bien entendu, il est consolidé, mais si on devait mettre en équivalence le prix d'un repas en Inde, qui est à peu près à entre 35 et 40 roupies, 30 chez Tata, 45 chez Unilever, à peu près, et le repas ou une prestation de facilities que l'on fait en Chine, et si on devait les retraiter sur des ratios consommation prix du travail en France, on fera à peu près déjà 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur cette partie du monde. Voilà, et nous nous occupons de 220 millions de mètres carrés, de square feet, pardon, que nous manageons pour le compte de nos clients. Et nous sommes sur une zone qui a potentiellement 3 milliards de consommateurs, donc qui doit nous interpeller, bien entendu, quand on parle de stratégie d'innovation. Nos clients,
principalement des grands comptes internationaux et progressivement, Tata est un de nos grands clients en Inde, des grands clients locaux et régionaux qui progressivement grandissent dans nos portefeuilles de clients et dont on voit l'émergence au niveau régional et progressivement au niveau international. Deuxième métier de Sodexo, nous sommes présents en Asie sur l'activité qu'on appelle aujourd'hui avantages et récompenses, reward benefit, l'ensemble des chèques restaurants que vous connaissez particulièrement en France. Mais en Asie, nous sommes dans les trois catégories, donc tous les bénéfices, les avantages en nature que l'on peut proposer à des salariés, le chèque restaurant, transport, etc. Tout ce qui touche aux incentives et à la reconnaissance, donc autrement dit une partie de la rémunération qui est payée via des avantages bien particuliers, donc qui ne sont pas du cash pour les salariés, mais qui sont donc des incentives, et puis manager de l'argent du contribuable des pays sur le droit au public, les exilés politiques et un certain nombre d'allocations gouvernementales où les gouvernements veulent être sûrs que l'argent qui a été affecté est bien attribué et dépensé pour les faits pour lesquels il a été créé. Et donc nous gérons l'intégralité du flux. Et ces deux activités, on va voir qu'on va essayer progressivement de les combiner en Asie pour créer des propositions de valeur. Voilà. Et en matière organisationnelle, nous avons aujourd'hui 4 centres de compétences, donc Shanghai, Mumbai, Singapour et Melbourne, sur laquelle se cristallisent un certain nombre de compétences en operational excellence, en supply chain, en project management, en technologie, en gestion de développement durable, d'économie d'énergie et d'ingénierie. Alors, pour entrer dans le sujet, donc, dans les années 90, on est rentré dans les valises de nos clients internationaux et donc on a accompagné Motorola, Nokia, IBM, Microsoft, aussi des clients japonais, des clients coréens dans leur délocalisation en Asie, ce qui veut dire que notre segment d'entrée a été le secteur manufacturing. Et vous pouvez bien imaginer que, compte tenu des motivations de délocalisation de ces entreprises en Asie, l'attente sur des services de qualité et des services premium était assez faible. Donc, on s'est concentré sur le secteur manufacturier avec des énormes usines où on faisait principalement la restauration et quelques services pour 5 000, 10 000, 20 000. Nokia à Chennai, c'est 45 000 personnes. Hyundai à Chennai, c'est 35 000 personnes. Motorola à Singapour, ça a eu été 18 000. Ils ne sont plus que 50. Donc ça a pas mal changé. J'étais au Vietnam il y a 15 jours où on travaille avec Nokia sur une usine de 17 000 personnes. Donc assurer la restauration de 17 000 Vietnamiens en 3 shifts, 7 jours par semaine. Voilà un peu les challenges. Donc, notre service d'entrée, c'est très business as usual. Rien à voir avec de l'innovation. Et notre proposition de valeur, notre différenciation, travaillant avec des grands groupes, capacité de mobilisation, on est capable d'assurer le service dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle ville et pour le nombre de salariés que vous avez, quelle que soit leur ethnie, quelles que soient leurs habitudes alimentaires, quelle que soit leur religion. C'est tout ce qui touche QHSE, hygiène, sécurité alimentaire, totalement nouveau dans ce secteur d'activité. Sécurité alimentaire, sécurité aussi des personnes, passer d'un nombre d'accidents du travail phénoménal à 0 accident du travail, de façon à pouvoir être en phase avec les politiques sécurité de nos clients. Et puis, business integrity, ce qui n'est pas le moindre des facteurs. Nos clients s'installaient en Asie, ne connaissaient pas l'Asie.
Ils avaient déjà suffisamment de problèmes pour installer leur usine avec des investissements de 40, 60, 100, 150 millions de dollars d'investissement, suffisamment de problèmes avec les instances locales pour trouver leurs licences, etc., suffisamment d'ennuis pour traiter toute la question des visas pour leurs expatriés, produire, vendre, et donc ils nous ont laissé les clés du camion en nous disant on a un actif de 80 millions, vous vous débrouillez, vous assurez l'intégralité de ces services. Donc notre proposition de valeur d'entrée est une capacité à manage deliver, à livrer une prestation de service, mais très équivalente au référentiel de nos clients en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Corée. Donc on n'a rien innové par rapport à l'Asie, on a importé du vieux monde, des modes de management, d'outsourcing, et on a essayé de les adapter à l'Asie. Deuxième phase, et puis quelques écoles internationales, parce qu'on n'a pas pu s'empêcher, ayant des parents qui étaient dans les joint ventures de ces entreprises, de se dire on va aussi occuper de leurs gamins. Et donc on a signé l'intégralité des écoles françaises et internationales, qu'on a ensuite toutes perdues, re-signées. Et c'est comme ça depuis 25 ans. Deuxième phase, expansion. Nos clients se sont mis à grandir. On a démarré avec Motorola à Tianjin. Motorola a eu jusqu'à 25 usines. Même chose avec Nokia, même chose avec L'Oréal, même chose avec Johnson & Johnson, même chose avec la très longue liste de clients. Donc il a fallu accompagner, suivre nos clients dans leur croissance sur les différents pays d'Asie. On a commencé à voir un début de contrats régionaux qui se signaient pour l'intégralité de la zone Asie. On a dû démarrer des pays pour suivre un certain nombre de grands comptes internationaux. Et puis, on a commencé à travailler pour des grandes entreprises locales. C'est là où on a rencontré les Tata, les Reliance, les HSBC, entre autres. Par contre, on n'était plus sur des délocalisations première main. Nos clients commençaient à s'habituer un petit peu avec l'environnement. La concurrence est arrivée, concurrence internationale, concurrence locale. Quand on est restaurateur en Asie, vous avez 1 million de concurrents qui sont à proximité de votre usine, qui peuvent livrer des nouilles, de la soupe, n'importe quoi, et qui seront toute leur vie 5 fois moins chers que Sodexo. Donc c'est une concurrence de proximité dont on doit tenir compte. Nos appels d'offres, nos marchés ont été remis en concurrence. Donc quand vous rentrez dans un rebid, vous laissez un petit peu des plumes. Et puis, nos clients se sont organisés et leurs services procurement sont passés avec des collaborateurs locaux. Et quand on a affaire avec un acheteur chinois, un acheteur indien, c'est beaucoup moins drôle que de discuter avec le premier expatrié français de Johnson & Johnson à Suzhou, dans la banlieue de Shanghai. Donc le marché est devenu beaucoup plus compétitif et on a très rapidement assisté à une commoditisation de nos services avec un seul critère, le prix. Donc on était très rapidement tiré vers le bas. On a quand même regardé d'autres possibilités de marché. Donc on est rentré dans les hôpitaux privés, dans l'enseignement supérieur, l'INSEAD à Singapour, je ne suis pas certain sur l'ESSEC à Singapour, il faudra que je revérifie. Et un certain nombre, pardon, non, donc... Organisé en pleine ville de manière à utiliser toutes les possibilités locales, mais le campus que nous construisons, lui, sera ouvert en 2015. Tout à fait. Nous n'avons pas de solution pour l'instant. Higher Education, et puis on est passé d'un marché d'usines à un marché de sièges locaux, régionaux, où la plupart des grandes entreprises ont créé entre Shanghai, Mumbai, Singapour, des bâtiments qui sont audacieux sur le plan design, qui sont user-friendly, qui sont green, et qui sont très 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 près de ce que nous on appelle aussi la qualité de vie au travail, et sur lesquels on était un petit peu démunis quand votre savoir-faire de départ, c'est de s'occuper d'une usine et de nourrir des cols bleus
à des prix défiant toute concurrence. Donc des nouveaux secteurs de marché sur lesquels on n'était pas forcément équipé. Notre activité avantage-récompense s'installe en Asie et très clairement, on se trouve petit à petit à bout de souffle en matière de différenciation. Et la différenciation devient uniquement une affaire de prix. Et étant une entreprise internationale qui est fiscalement totalement émergée, on ne peut pas lutter avec un marché local qui ne joue pas aux mêmes règles, avec notamment des family business ou des property managers chinois qui ont d'autres règles et modes de fonctionnement. Bon. Et en matière marketing, notre offre dépend toujours d'essayer d'exporter du vieux monde, des modèles, et plus ça va, plus on avance, plus on se dit que ça ne va pas le faire et qu'on est en train de louper quelque chose. Bon. On est sur un business qui n'est pas encore transactionnel au niveau consommateur. On est purement B2B, on facture notre client. On n'arrive pas à rentrer en contact avec l'individu derrière le client. Bon. Mais on arrive toujours à grandir, soit nouveaux contrats, nouveaux clients, soit grandir de façon organique avec nos clients existants. On fait aussi des acquisitions, comme en Inde il y a 4 ans. Et pour vous donner un ordre de grandeur, parce que c'est assez fascinant, on a racheté une affaire locale qui faisait 85 millions d'euros quand on l'a rachetée, 35 000 personnes. Brutalement. Aujourd'hui, on est 50 000 personnes en Inde. On a doublé la taille. On va faire un jour 100 000 salariés en Inde. Comment gère-t-on 100 000 salariés en Inde quand on est une entreprise multinationale? Je ne sais pas comment on va faire. Et en Chine, on est déjà 35 000 et on fera 100 000 un jour. Comment on va faire quand 50% des salariés du groupe Sodexo, dans 10 ans, 15 ans, seront indiens, seront chinois, seront brésiliens? Et on n'est pas capable aujourd'hui, en matière de RH, en matière de gouvernance, de répondre à ces questions qui sont très très liées aussi à la question de l'innovation. Dernier point, bon, je suis en charge de marketing sur ce réseau. J'ai 4 responsables marketing locaux, chinois, indiens. Le reste, c'est des jeunes internationaux qu'on retrouve, qu'on embauche à la fin de leur parcours essai quand ils sont en stage à Singapour, à l'INSEAD, dans des écoles internationales. Mais on a du mal à recruter et à fidéliser des jeunes. Et quand on forme un jeune chinois au marketing et qu'il est devenu manager chez Sodexo, ben il nous plante parce qu'il va tripler sa rémunération en allant travailler pour quelqu'un d'autre. Donc on a, je pense, géré une phase de croissance qui pour moi reste quand même un paradoxe par rapport aux économies locales. Donc on a pris notre part de la croissance, mais par rapport aux économies locales et par rapport surtout au pouvoir d'achat du consommateur dans cette partie du monde, on est au bout d'un modèle, on est au bout d'un système, il va falloir le réinventer. 2015-2020, le big shift. Ce qui, en matière de stratégie marketing, est continuer à gérer une croissance organique, éventuellement complétée par des petites acquisitions, l'intégration d'une acquisition dans cette partie du monde étant infiniment plus risquée que de se développer de façon organique, si on veut parler de retour sur investissement, sur capitaux investis. Et donc d'avoir un marketing qui va se caler sur croissance, mais aussi richesse, pouvoir d'achat des individus et valeur incrémentale dans les actifs de nos clients de la valeur du mètre carré, sur laquelle aujourd'hui nous n'arrivons pas encore à développer des services, des prestations qui peuvent permettre l'évolution de la valorisation de ces actifs dans les bilans de nos clients. Donc on a un virage à faire entre une approche B2B pure et dure qui je le répète, est devenu un marché de prix. Notre ami Raja est parti, mais quand on rencontre les acheteurs de Tata, on ne parle pas d'innovation. C'est beaucoup moins drôle que les stratégies que Tata développe pour ses core activities. Donc, dans notre jargon sodexien, on essaie de passer du B2B à ce qu'on appelle un B2C 4B. 4B parce que
nous signons un contrat avec une entreprise et toute modification structurelle de l'offre contribuant à faire dépenser plus le consommateur doit recevoir l'avis de notre client. Donc on est prisonnier de ce modèle qu'on est en train de réinventer. Deuxièmement, bon, vous lisez tous comme moi l'évolution du pouvoir d'achat des classes moyennes dans l'Asie, l'Inde, les dizaines, centaines de millions de personnes qui progressivement vont aller vers des pouvoirs d'achat de niveau internationaux. Mon prix de repas depuis 5 ans, corrigé de l'inflation, n'a pas évolué. Le prix de service, ce qu'on appelle soft FM, nettoyage, blanchisserie, corrigé de l'index minimum de l'augmentation des salaires, n'a pas augmenté par rapport à la valeur du bâtiment dans les bouquins de notre client. Donc on a une problématique de captation de la richesse, et quand vous voyez que chaque année en Chine, la nouvelle génération de diplômés sortis des grandes écoles chinoises ou des grandes écoles internationales, par rapport à sa précédente, a un niveau de rémunération à peu près de 15 à 25% supérieur, il va falloir qu'on change d'indicateur, il va falloir qu'on change de façon de travailler pour pouvoir à la fois capter la croissance en B2B et capter la richesse en B2C. Et nous sommes aujourd'hui totalement aveugles sur la connaissance et la compréhension du consommateur. Amélioration de la qualité de vie dans un contexte de travail pour un Indien et pour un Chinois. Inde, génération 45 ans, repas gratuit air conditionné, le paradis. Parce qu'ils ont connu d'autres périodes. Génération 35 ans, repas gratuit, oui, mais il faut du choix. Air conditionné, il ne manquerait plus que ça que je ne l'ai pas. Il faut qu'il y ait un petit salon de lecture. Il faut qu'il y ait un certain nombre de facilities, un parking pour garer éventuellement la voiture. La Jaguar. Génération 25 ans, où est la crèche? Il n'y a pas de crèche. Et on vient me chercher le matin à la maison et on me ramène le soir. Donc j'ai bagnole, chauffeur, transport. Et puis, bon, c'est bien sympa que je travaille, mais il faudra peut-être s'occuper de ma grand-mère à la maison, peut-être s'occuper de mes enfants qui étudient. Et donc il y a une forte demande. Et la frontière perso-pro dans ces cultures est extrêmement tenue. Et donc, pour maintenir un salarié sur son lieu de travail avec un absentéisme limité, il va falloir investir dans les packages de services qui constituent son environnement familial et son environnement privé. Donc, on est sur des niveaux d'attente et des niveaux d'accélération de pouvoir d'achat qui nous interpellent et qui, je suis en charge du marketing et de l'innovation, me génèrent un certain nombre de casse-têtes assez importants. Retail cash sales, toujours la même idée, vendre directement aux consommateurs des prestations à plus forte valeur en cash. À partir du moment où le consommateur est prêt à nous les payer, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, mais il y a il faut réinventer l'offre là-dessus. Local marketing, être capable d'avoir un marketing avec des Indiens, avec des Chinois, avec des Singapouriens, avec des Indonésiens, qui vont un petit peu éclairer la route sur les attentes d'aujourd'hui, les attentes de demain. Enfin, qu'est-ce que veut le consommateur? Est-ce qu'il est un shopper au travail ou pas du tout? Quelles sont ses attentes au masculin et au féminin? Il y a un extraordinaire potentiel du marketing au féminin qu'on n'a absolument pas exploré, le modèle occidental étant quand même assez macho dans son approche. Et créer de nouvelles propositions de valeur. Donc ce qu'on essaie de faire, et puis je vais illustrer avec un cas concret, qui est celui de Nokia en Chine, c'est de déplacer le curseur de commodity, on fait à manger, on nettoie, on fait des services avec un coût logistique et un coût manpower, à de plus en plus participer à l'émergence de business issues qui sont nouvelles pour l'ensemble de ces employeurs, qui eux-mêmes ont dépassé leur stade d'implantation, de taille, de croissance, de part de marché, qui aujourd'hui arrivent sur des problématiques nouvelles. S'il y a un fil rouge sur l'ensemble des grands comptes internationaux et locaux
en Asie aujourd'hui, c'est attirer des jeunes diplômés et les fidéliser. L'ensemble des entreprises aujourd'hui commencent à avoir un mal fou à recruter. Et le taux de turnover des jeunes aujourd'hui est colossal. Et donc, comment fidéliser des gens que ces entreprises vont former pendant 2, 3, 4 ans, et dès qu'ils vont arriver à un niveau de responsabilité où ils deviennent apparents chez les recruteurs, la fidélité à l'entreprise est assez faible. Donc, comment, étant le leader sur l'ensemble des services liés à la qualité de vie dans un environnement au travail, peut-on renforcer l'attractivité employeur de nos clients et créer des packages qui vont créer des barrières à l'entrée, pourquoi pas des barrières à la sortie. La qualité de vie au travail faisant partie de la satisfaction, étant une des composantes de l'engagement, étant peut-être une des composantes de la fidélité à l'entreprise. Il y a d'autres critères, mais ça en fait partie. Business continuity, accompagner nos clients dans la croissance de leurs actifs et notamment dans l'évolution de leur immobilier. Ce qui va être un petit peu l'illustration du cas de Nokia en Chine qui, tous les 18 mois, triple de taille. Donc, comment les accompagner dans cette problématique? Manager les actifs de nos clients. Et puis, de plus en plus, quand on parle de gouvernance, quand on parle de local development, l'évolution de ces entreprises vers des entreprises plus responsables sur le développement local, sur le business integrity, sur le local development, sur l'inclusion des communautés. Je parle de secteur minier, je parle de secteur pétrole, gaz, devient un petit peu plus importante. Et donc, on voit une perméabilité à des propositions de valeur qui sont un petit peu plus subtiles à cet égard. Donc, on essaie de déplacer le curseur et je vais vous montrer un exemple qui est le cas de Nokia. Je vais passer cette slide parce que la vidéo va vous expliquer tout. On a un client depuis 10 ans qui double tous les 3 ans. On accompagnait leur évolution immobilière et puis un jour ou l'autre, on a décidé de l'anticiper. Sodexo counts Nokia as one of its strategic accounts that benefit from the support of the Sodexo Global Solutions platform. In early 2007, Nokia asked Sodexo how it could support them in China. At this time, Nokia was building new Chinese headquarters in the outskirts of Beijing to replace its 2 existing offices in the city center. To attract and retain best talents in its new remote location, Nokia designed a remarkable facility and wanted to provide its employees with an innovative service architecture. Through ongoing discussions with Nokia, we identified this particular project, which involved the construction of a new Chinese headquarters for Nokia. Our response to that opportunity was to offer a consultancy-style arrangement to identify a range of services and a new enhanced services model that they could implement at this location. Primarily, we selected Sodexo because they were able to demonstrate a new perspective, which is exactly what we were looking for this new and innovative campus. To develop a relevant service offer, we first had to understand and assess 3 dimensions: client's business needs, the employee's expectations, and the site characteristics. Throughout the process, we worked closely with Nokia Workplace Resources, and we had an access to the China management team for direction and decision. We complemented Nokia research and analyzed the results using our proprietary solutions, Personix. This tool enables us to understand users' expectation towards work environments, and workplace services. We also audited the existing facilities and worked with Nokia building designers to understand how services could be integrated within the new facility. Working closely with Sodexo has allowed Moser to refine our design and location of the service which we are providing to the end user. To engineer the new service offer, we benchmarked the current service model against international best practices. Using our gap analysis, we recognized the need to create a service architecture around the customer. The offer itself that was finalized has to be 100% user-centric,
to provide the optimal user experience for our employees and also visitors to this particular campus. The offer contains many innovations. The service architecture and operating model are forward-thinking and inspired by a hotel-style service structure. To be highlighted in particular, the floor captains that manage employee interaction and service quality on each floor. To be mentioned also, the holistic well-being experience provided by the gym, the wellness hub, and the wellness coach. These examples really reflect Nokia's vision of work and the workplace. The local Sodexo team has been critical in implementing and operating the offer. A key challenge has been to recruit people of the right caliber and training them to deliver a superior quality and experience. We set up a dedicated team drawn from all the 3 regions of Sodexo China to mobilize this project. We ensure that the right people with the right skills are part of the mobilization project team. Yeah, very happy with what's been designed and what's been achieved, and certainly the initial feedback that we've received has been very positive. I'm sure as we move along we'll have to adapt and slightly change our offering, but there's no doubt that this has now set the benchmark for Nokia in the rest of the world. Sodexo's collaborative working partnership with Nokia Workplace Resources fueled the creation of an innovative, enhanced services model that relies on a solid process. This model, unique within China, has a much wider application and can be used across the globe at other client sites where there is a need to attract and retain the best staff. Je vais conclure là-dessus. Bon, cet exemple, comme vous pouvez l'imaginer, a nécessité la constitution d'une équipe projet lourdissime, donc on peut le faire de temps en temps. Maintenant, l'enjeu, le défi, c'est de l'industrialiser. On a 2000 clients, cascader le modèle, le décentraliser et effectivement introduire, je pense que c'est un petit peu ma conclusion, c'est rééquilibrer une approche B2B assez prévisible, avec une maîtrise des attentes consommateurs génération par génération, au masculin et au féminin, puis ensuite d'avoir les ressources humaines et les process pour pouvoir internaliser cette approche à l'intérieur de l'Asie, ce qui, je suppose, générera des changements d'organisation et des changements de structure sur lesquels on est en train de réfléchir dès maintenant. Je laisse la parole à notre ami de Suez, parce que ça va très vite.